Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Elite et Smart. Comme chaque soir, durant une heure, on va tenter de mieux comprendre l'actualité du moment, l'actualité économique notamment, mais pas que. Vous verrez, on va évoquer les petites questions institutionnelles, un peu de politique pour démarrer l'émission. Et puis ensuite, notre premier débat principal portera sur les jeunes. Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, disait... difficile d'avoir 20 ans en 2020, paraphrasant Paul Nizan. Et ben voilà, effectivement, on parle beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, au fur et à mesure que la situation sanitaire se complique avec les contraintes, notamment dans les universités. On parle de plus en plus du désespoir des jeunes en général, des étudiants notamment en particulier. Voilà, est-ce que tout ça recouvre un enjeu économique derrière, sans vouloir ne voir qu'une partie du sujet, mais quand même sur Bismart, il y a évidemment des enjeux économiques à court terme et à moyen terme derrière. On évoquera ce sujet avec mes invités. Puis dans la deuxième moitié de l'émission, on reviendra parce qu'on l'avait évoqué hier, on reviendra sur la question des quotas de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises. C'est devenu, depuis que Bruno Le Maire s'est exprimé hier sur le sujet, c'est devenu un sujet dont on commence à parler pas mal. On y réévoquera les conséquences et notamment la dimension pratique. Comment est-ce possible d'obliger un quota de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises? Comment est-ce possible, y compris par la loi, puisqu'on nous parle d'une proposition de loi qui serait programmée même pour le 15 mars. Donc c'est quelque chose qui pourrait aller assez vite. Mes invités ce soir, à ma droite, Stéphanie Hospital. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneuse, cofondatrice et présidente d'un fonds d'investissement qui s'appelle One Ragtime, une plateforme d'investissement capital risque. Maxime Sbailly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur général du think tank Génération Libre. Merci à tous les deux d'être à mes côtés ce soir. Tout de suite, je l'évoquais dans le sommaire, notre petite question apéritif. Une fois n'est pas de coutume, pour démarrer cette émission, on va parler un petit peu de politique, au bon sens du terme. On va parler institutions, on va parler mode de scrutin. C'était l'une des promesses du candidat Emmanuel Macron dans sa campagne en 2017 d'instaurer une dose de proportionnel dans le mode de scrutin à l'élection des députés pour l'Assemblée nationale. Il semblerait... Ce qui est évoqué depuis hier, on peut comprendre que le calendrier parlementaire soit un peu chargé. Regardez, c'était d'abord première information, c'était hier, Info France Inter, le gouvernement en passe d'enterrer la mise en place de la proportionnelle. Et voilà une réaction de Maxime Sbailly sur Twitter, qui est à ma gauche. On fait un Ségur de la santé, on annonce un Beauvau de la sécurité, on réfléchit à un Grenelle des petits oiseaux, c'est un peu moqueur, on organise des conventions citoyennes pour un oui, pour un non. Mais c'est un regret, une plainte. Oui. On décide de revenir sur la promesse électorale d'une innovation démocratique majeure. On va y revenir tout de suite. Et pour dire que c'était un sujet, une grand entretien de Jean-Luc Bourlange, connaisseur de la vie politique, ancien eurodéputé pendant 20 ans, actuel député MoDem. Regardez le titre de son interview. Rendons sa légitimité à ce bien inestimable, la démocratie représentative. Il estime que il faut changer le mode de scrutin pour donner un coup de booster à la démocratie dans le pays, notamment pour de quoi initier des réformes et sortir d'un monde politique un petit peu sclérosé, c'est ça ce que le libéral que vous êtes, Maxime, souhaiterait avec une réforme des modes de scrutin avec de la proportionnelle? Oui, quelque part un peu de changement et surtout quelque chose qui redonne un peu de vigueur au Parlement. Parce que moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans ce qu'on voit, en tout cas, c'est une dérive un peu du pouvoir qu'on voit actuellement, qui est là depuis le coup d'État permanent de François Mitterrand, qui avait lui-même d'ailleurs mis la proportionnelle pour 2 ans, je crois, en 86. Pour 2 ans, lui, il l'a mis, puis elle a été enlevée 2 ans après, c'était pas lui. Parce que c'était lui. Parce que ce n'est pas politiquement, en tout cas, c'était pas ce qu'il attendait. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une situation de crise, on voit que l'exécutif est tout puissant. On est en état d'urgence. Les débats au Parlement se font un peu rares. Je trouve que le Parlement est beaucoup mis de côté. Notamment, dit-on, depuis la coïncidence avec le quinquennat. Oui, effectivement, l'inversement du calendrier qui a déjà joué en cette faveur-là, mais aussi vraiment une tendance très française. L'exécutif français est un des exécutifs les plus puissants au monde parmi toutes les démocraties occidentales, et je pense qu'il faut rebalancer ça très rapidement avec le Parlement. On voit par exemple en Allemagne le Bundestag ou au Royaume-Uni la Chambre. C'est plus des contre-pouvoirs par rapport à l'exécutif. Pouvoirs institutionnels, parlementaires, qui font que le débat est beaucoup plus apaisé et qu'en tout cas les réactions qu'on voit en France sur les ronds-points, dans la rue, les tensions peuvent se manifester au Parlement et donc rentrer
rentrer dans le jeu démocratique. Et si on met la proportionnelle, ça peut aider à faire ça peut aider à faire entrer des petits partis et des voix qui sont aujourd'hui absentes en tout cas du Parlement, de la démocratie française, de les faire rentrer là. Donc je pense que ça aurait été quelque chose d'important. Je ne dis pas que ça va changer la vie et que ça va changer la démocratie française, mais je pense que c'est une réforme paramétrique qui était intéressante. Et oui, je suis c'est pas officiel le fait qu'elles soient enterrées. Pour l'instant, c'est évoqué à droite, à gauche. Fake news peut-être, je sais pas, mais je pense que ce serait vraiment très dommageable pour la France de revenir là-dessus. C'est une promesse électorale, donc les promesses, il faut qu'elles soient tenues. Et puis deuxièmement, oui, je trouve qu'on fait beaucoup de bidules, beaucoup de conventions citoyennes, beaucoup de machins à droite à gauche. Et bon, c'est des choses qui font beaucoup de com, qui ne sont pas forcément suivies de beaucoup d'effets. Là, on a quelque chose de concret. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas. Alors paradoxalement, c'est assez simple parce que effectivement, ça relève de la loi ordinaire. C'est pas dans le mode de scrutin, il n'est pas dans la Constitution, donc c'est pas si compliqué que ça. Oui. En même temps, Stéphanie, est-ce que c'est audible, en pleine crise économique historique, sanitaire et historique, de s'intéresser à est-ce qu'on peut comprendre, est-ce que l'opinion pourrait comprendre, le cas échéant, si qu'on fasse une réforme institutionnelle à la marge sur le mode de scrutin? Justement, c'est que le moment actuel, c'est qu'on a tous envie d'avoir des réformes, et en même temps, aujourd'hui, on a deux urgences, l'urgence sanitaire, l'urgence économique, la relance, et je ne sais pas si faire cette réforme en ce moment serait audible, en tout cas si c'est un risque que le gouvernement peut prendre dans la situation dans laquelle on est. Et puis, a fortiori, si on se dit... dans 18 mois, on a des élections et à ce moment-là, la majorité s'inverse et on a un putsch des partis extrémistes. Est-ce qu'on sera ravis d'avoir instauré encore plus de proportionnel qui, du coup, va favoriser un morcellement du Parlement et des députés? Donc, personnellement, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être d'autres sujets à traiter. Et moi, je serais plutôt pour dire que c'est le moment de traiter dans le dur ce dont on souffre tous aujourd'hui et que la crise sanitaire nous renvoie, c'est la multiplication des administrations et l'effet annihilisation de toutes les administrations qui aujourd'hui, dès qu'il y a quelque chose, notamment dans le domaine de la santé, on n'a absolument pas simplifié. Donc moi, je préférerais que le gouvernement se concentre aussi sur la promesse électorale de simplifier les administrations. La réforme de l'État, qui nous ferait à tous du bien d'un point de vue liberté, simplification de la vie quotidienne, mais aussi économie dans un contexte où on va tous avoir besoin de se serrer la ceinture dans quelques mois. Et vous pensez que la réforme de l'État, c'est plus simple, entre guillemets, c'est-à-dire que ça n'a pas des effets à la fois dans l'opinion et dans la classe politique, très, 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 très compliqué à gérer? Je pense que la réforme de l'État, c'est un énorme chantier. Mais que on en parle depuis 40 ans, voilà. C'est pour ça qu'on imagine qu'à un moment, quelqu'un doit l'adresser. Et aujourd'hui, là encore, quand on regarde juste le prisme de toutes les administrations qu'on a qui interviennent aujourd'hui pour décider dans le domaine de la santé, déjà, si on prenait ce sujet de la santé, qui a été remis au goût du jour, et notamment la façon dont les hôpitaux sont traités, dont les professionnels de santé sont traités versus les administratifs, je pense que déjà, on ferait un grand pas. Donc, je préférais que les 18 prochains mois, l'État s'attelle à aussi répondre à cette promesse électorale de simplifier l'État. Vous êtes sûrement un partisan des réformes, la réforme vous prêchez un convaincu, de l'État aussi. C'est pas à la place. Je pense que c'est plus difficile de faire ce que vous préconisez, et je suis d'accord avec ça, que la réforme proportionnelle, mais je pense que les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que si vous insufflez aussi un petit peu plus de diversité dans un Parlement qui est un petit peu bloqué, je pense que vous avez aussi un exécutif qui va se responsabiliser un peu plus et qui sera un peu plus sérieux et un peu plus justement poussé vers une réforme de l'État, de laisser les choses telles qu'elles sont, et le status quo, c'est le meilleur moyen effectivement d'éviter les réformes. À suivre, Bourlange, il dit c'est peut-être pas trop tard, il y a peut-être encore une petite fenêtre, encore 2-3 mois après, ce sera trop tard, parce qu'on considère qu'effectivement on ne réforme pas un mode de scrutin à moins d'un an du scrutin lui-même, sous-entendu, pour ne pas être accusé de tripatouillage. Il n'y a pas forcément besoin de redécouper la carte électorale pour faire cette réforme. Allez, tout de suite, notre premier débat principal de cette émission Parle des jeunes. On en parle beaucoup, on en parle de plus en plus de la situation difficile, délicate, catastrophique, parfois des jeunes dans ce pays suite à la crise sanitaire, à la crise économique, à la fermeture des universités, à l'arrêt des petits boulots. C'est un sujet qui monte dans l'opinion et dans la classe politique. Jeudi dernier, le Premier ministre l'a évoqué lors de sa dernière conférence de presse sur les différentes mises à jour
mesures en termes de contraintes sanitaires et autres. Vendredi matin, regardez ce compte-rendu de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, qui disait vendredi, nous avons rencontré les acteurs de la vie universitaire ce matin avec le Premier ministre pour redire la pleine mobilisation du gouvernement aux côtés de nos étudiants et qui communiquait avec ce tweet les éléments nouveaux concernant les étudiants. La reprise à partir de la semaine du 25 des TD en demi-jauge pour les étudiants, mais uniquement de première année, des référents en cité universitaire et les tuteurs étudiants qui verront leur mission prolongée jusqu'à la fin de l'année universitaire. Un renfort de 80 psychologues et de 60 assistants sociaux sur tout 2021, ce qui est probablement significatif, mais à l'échelle des centaines de milliers d'étudiants du pays, c'est pas grand-chose. Et puis les propositions à venir nous disait-elle, pour mettre en œuvre un dispositif de chèque de soutien psychologique. Par ailleurs, sur ce sujet, alors c'est pas les étudiants les plus en difficulté probablement, les jeunes diplômés Bac+5, mais regardez, c'était dans les Échos ce matin, près de la moitié des jeunes diplômés Bac+5 recherchent toujours un emploi, ce qui est 20 points à peu près de plus qu'une année normale. Le papier dit que c'est notamment tous ceux qui d'habitude vont faire leurs études à l'étranger, qui en fait du coup ne les font pas, et du coup que le nombre de Bac+5 qui cherchent un emploi en France est bien plus important. Déjà, petite question un peu vaste, un peu générale, quel regard ou quelle expérience éventuellement personnelle dans votre boulot avez-vous par rapport à la situation, Stéphanie, pour commencer, difficile ou pas, de la jeunesse dans le pays? Je le disais en sommaire, le chef de l'État, fin de l'année dernière, dans l'interview, c'était à Brut, je crois, avait dit, voilà, c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020 dans ce pays, probablement ailleurs notamment. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, cette difficulté-là? Ah oui, complètement. Moi, je le ressens déjà par mon entourage, par toute ma famille, tous mes collaborateurs qui, pour la plupart, ont moins de 30 ans. Et trouver aujourd'hui un emploi, c'est très dur, mais trouver aussi l'aspiration pendant ses études, quand on est chez soi à faire des zooms toute la journée en essayant d'écouter son prof dans l'auditoire, je pense que ça met en lumière le fait que nous sommes tous des animaux sociaux, qu'on a besoin de ce lien social qu'aujourd'hui on n'a plus à l'université, on n'a plus en entreprise, on n'a plus dans la vie de tous les jours. Et ça montre aussi que pour les étudiants, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu des études, de pouvoir y assister, d'être en cours, et que souvent les profs aujourd'hui ne sont pas préparés. En tout cas, il n'y a pas eu les moyens suffisants pour digitaliser l'école, pour digitaliser les universités. C'est pour ça qu'on a peut-être une gradation entre ceux qui ont la chance d'être dans des environnements privés où il y a eu une prise en compte beaucoup plus tôt de l'éducation à distance, des moyens informatiques mis à disposition des étudiants, versus l'école publique, les universités. Et puis, le deuxième point que ça soulève, c'est la paupérisation des étudiants, où on a beaucoup d'étudiants qui comptent sur les petits jobs de chauffeurs de taxi, Uber et autres, serveurs McDo, pour pouvoir payer leurs études et qui aujourd'hui sont contraints de ne rien faire et qui sont dans un extrême état de pauvreté, plus l'absence derrière de perspectives de trouver un emploi, de voyager, tout ce qui fait le sel de la jeunesse. Donc oui, je comprends tout à fait, même si on a certainement la chance, là encore, dans un pays comme la France, d'avoir eu quelques mesures qui ont été mises en place pour favoriser l'apprentissage, favoriser l'emploi des jeunes, mais ce n'est pas suffisant. Et moi, je sais qu'à titre d'entrepreneur, je me fais un devoir de pouvoir prendre le plus possible de stagiaires et de donner des chances à des jeunes. Vous n'avez pas renoncé aux stagiaires, par exemple, pas du tout. Effectivement, Non. comme et on certaines a boîtes fait qui avaient des problèmes, on dit, vous n'avez pas en plus le temps de s'occuper des stagiaires. Alors, nous, on a la chance d'être dans un secteur d'activité qui va très bien, puisqu'on investit dans des sociétés technologiques, donc c'est un secteur qui est très porteur. Mais non, on continue à avoir un rythme soutenu de recrutement. Et ce dont je suis le plus fier aussi au niveau des participations dans lesquelles on a pu investir, c'est l'emploi qui est créé. Nous, on a compté qu'au cours des 3 dernières années, on a aidé à la création par nos investissements de plus de 700 emplois. Donc, ce qui commence à être conséquent. Donc, là aussi, c'est pour moi, c'est un enjeu, c'est qu'il faut que les grands groupes, les administrations, les entrepreneurs continuent à donner leur chance aux jeunes. Tous ceux qui eux-mêmes s'en sortent plutôt correctement, enfin en tout cas n'ont pas des difficultés de fin de mois, doivent effectivement jouer le jeu, montrer l'exemple. D'un point de vue économique, sans aller jusqu'à peut-être, en tout cas à ce stade, parler de générations sacrifiées comme certains, quand même, si vous, oui. À ce point-là. Je pense qu'on peut le dire. Il y a plein de raisons qui font que cette jeunesse-là, la jeunesse de France d'aujourd'hui, de 2000 et 2021, aucune jeunesse française n'a été dans ce cas. C'est-à-dire que premièrement, effectivement, la jeunesse a toujours été la variable d'ajustement des crises.
Donc ça n'a pas changé malheureusement, c'est toujours été comme ça. Elle l'est aujourd'hui, le marché du travail se ferme, donc ce sont les jeunes qui trinquent en premier, ce sont eux qui vont les petits boulots, les CDD. Nous on a des offres de stage, on a des gens de 29 ans qui nous répondent aux offres de stage. Vous vous rendez compte, à 29 ans qui cherchent un stage. Et donc on le voit ça, on le voit, il y a une désocialisation. Ça c'est pas que les conséquences de la situation de la crise ça, sanitaire, parce que ça veut dire qu'ils avaient 28 ans au début de la crise sanitaire, ils étaient déjà... Enfin, quand vous quittez ou quand vous perdez votre boulot et que vous vous retrouvez, vous prenez une convention, vous reprenez vos études, d'accord, vous donc c'est des gens qui stagiaires, travaillaient et qui redeviennent effectivement derrière. C'est d'ailleurs un phénomène qu'on observe pendant les crises. Et donc la jeunesse française et cette variable d'ajustement des crises, elle a toujours été. Là, ce qui est quand même assez particulier dans la situation, c'est qu'on lui interdit par des restrictions d'aller à l'université, de se mélanger, de voyager, de vagabonder, tout ce qui, comme vous dites, fait le sel de la jeunesse. Et pourtant, ce virus ne la touche pas. Il faut quand même rappeler une réalité, c'est que ce virus, 80% des malades en hôpital, ce sont des plus de 60 ans. L'âge médian des décès Covid, c'est 84 ans. Donc cette jeunesse-là française, bien sûr, elle est infectée par le virus, mais elle n'en meurt pas. Ce n'est pas elle qui sature les hôpitaux. En tout cas, les chiffres sont très concrets, c'est très peu. Donc c'est infiniment moins mortel pour les jeunes que pour les plus âgés. Et malgré tout ça, on la restreint et on lui fait subir les mêmes restrictions que tout le monde. Donc moi, je trouve qu'il y a une formidable injustice là-dedans. Non seulement ses débouchés sont bloqués, mais en plus, elle est interdite de vivre sa jeunesse comme elle le voudrait. Et je rappelle juste un épisode, c'est qu'en 1969, il y avait la grippe de Hong Kong, c'est pas très connu, la grippe de Hong Kong, qui sévissait en France, donc quelques dizaines de milliers de morts. Ça n'a pas fait beaucoup les médias à l'époque. C'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, personne n'a demandé à la jeunesse, c'était Woodstock, c'était les années juste après mai 68, d'aller se confiner, parce qu'on estimait qu'une épidémie, c'était une épidémie, et que la jeunesse... On n'a pas demandé aux adultes ou aux vieux de se confiner non plus. Voilà, ce que je veux dire, c'est que la jeunesse de l'époque, ce sont les retraités d'aujourd'hui, pour qui justement on demande à la jeunesse de restreindre ses libertés, en tout cas d'arrêter de vivre sous cloche. Et je pense que là, il y a un formidable renversement anthropologique qui est qu'on demande aux jeunes de sacrifier pour les plus âgés. Et je trouve qu'on n'a pas assez discuté de cet arbitrage-là, qui est un choix. On dit on veut sauver des vies. En fait, on veut prolonger des vies, ce qui est tout à fait humaniste et je n'ai rien contre. Mais si prolonger des vies, ça veut dire aussi détruire des vies par ailleurs, je pense qu'il faut que cet arbitrage-là, il soit beaucoup plus clarifié et qu'on ait ce débat en France, à savoir est-ce qu'on est en train de sacrifier, moi je pense qu'on est en train de sacrifier une génération pour sauver quelques vies, en tout cas prolonger quelques vies dans une autre génération. Vous dites débat en France, Maxime, est-ce que c'est une situation française? J'ai l'impression qu'il y a un domaine sur lequel tout le monde est à peu près à la même enseigne, enfin, en tout cas dans tout l'Occident, c'est l'ensemble de l'enseignement supérieur fermé, non? Oui, alors ça dépend parce que par exemple quand vous allez dans les universités américaines, ils sont quand même très bien organisés au niveau justement du numérique et les outils qu'ils ont à disposition pour aider les étudiants. Oui, mais il n'y a pas un cours, pour le coup, ils ont décidé qu'ils peuvent décider... Ça dépend des pays, ça change. Il y a des pays où vous pouvez encore aller à l'université. D'ailleurs, je salue la décision de rouvrir les universités. Alors c'est en TD, c'est par petits groupes, etc. Mais je pense effectivement qu'il ne faut pas, parce qu'un virus passe par là, que toute la jeunesse soit hypothéquée et qu'on interdise aux jeunes d'aller étudier autrement que derrière l'ordinateur où ils vivent 24 heures sur 24 dans leur chambre d'étudiants. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Et puis il y a quelque chose qui revient de beaucoup loin, et ça, j'ai déjà eu un peu l'occasion de l'expliquer, c'est qu'il y a une démographie aussi qui est très contrariante pour la jeunesse. C'est-à-dire que la France n'a jamais été aussi vieille qu'aujourd'hui. On n'a jamais eu autant de seniors, on n'a jamais eu autant de retraités qu'aujourd'hui. Donc ça a un poids pour la société, ça a un poids financier, ça a un poids philosophique. Et je pense que cette idée aussi de repousser, quoi qu'il en coûte, la mort, quel que soit le prix, vient aussi d'un vieillissement de la population française. Et la jeunesse est victime de ça. Donc je pense qu'il faut mettre vraiment beaucoup plus la lumière sur elle, sur son sort. Il ne faut pas la culpabiliser, comme j'entends beaucoup de discours le faire, mais il ne faut pas non plus la victimiser. Et je pense qu'il faut lui donner des opportunités et qu'il faut effectivement lui permettre d'étudier. Moi, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi sur les stages, mesure très concrète, pourquoi le gouvernement n'a pas procédé à déroger à la limite de 6 mois pour faire des stages. Moi, je connais des étudiants qui auraient aimé, des entreprises qui auraient aimé garder leurs étudiants pendant 6 mois de plus pour leur assurer au moins une certaine stabilité professionnelle. C'est encore interdit de faire des stages de plus de 6 mois. C'est une loi qui remonte, je crois, à 2014. Je pense qu'en période exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on puisse permettre aux étudiants au moins de continuer un peu leur stage pour leur assurer un revenu, une stabilité financière. L'idée de départ de cette loi, c'était d'interdire les faux jobs, c'est-à-dire des stages trop longs qui étaient à moyen supposément, du point de vue des promoteurs de la loi, de contrer les vilaines entreprises qui prenaient des stagiaires trop longtemps et qui les payaient au lance-pierre. On est dans une circonstance exceptionnelle. On est dans des circonstances exceptionnelles. Et je tiens à rappeler aussi, moi, un chiffre qui me touche particulièrement. Le taux de pauvreté chez les jeunes, quand vous regardez les classes d'âge, les taux de pauvreté chez les jeunes est 3 fois plus élevé que chez les seniors. Ça s'est inversé
inversé. C'était l'inverse il y a 50 ans, ça s'est inversé. Donc on voit bien, on commence à voir vraiment dans les chiffres le niveau de vie des actifs qui maintenant est inférieur à celui des retraités. Tous ces chiffres-là, tous ces signaux-là nous montrent qu'il y a effectivement un gros problème du côté de la jeunesse. C'est un problème qui est démographique, qui est économique, sanitaire aussi avec la crise qu'on est en train de vivre. Mais tout ça s'accumule, tout ça s'empile. Et moi, je suis très très pessimiste sur l'avenir de la jeunesse en France et je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne prend pas assez au sérieux la menace qui pèse sur la jeunesse, qui est l'avenir de la France. Vous parliez de démographie, l'INSEE, ça tombe bien, l'INSEE a publié ce matin son bilan démographique 2020 avec effectivement quelques éléments. Alors, un certain nombre d'éléments où on voit très bien la crise de la Covid-19, à la fois voilà, le nombre de décès en hausse, le nombre de mariages en baisse, le nombre de naissances en baisse, plus bas depuis 1945, avec 740 000 bébés nés en France l'an dernier, c'est 13 000 de moins qu'en 2019, avec un indicateur, il s'appelle comme ça, indicateur conjoncturel de fécondité de 1,84 enfants par femme. Là encore, c'est un plus bas depuis la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez, Stéphanie, également, que ce sujet, c'est aussi parce que dans la société, les jeunes sont moins nombreux pour des raisons démographiques, ils sont moins nombreux que les 20, 25, 49 et a fortiori que les plus de 50 ans, et du coup, ils se font moins entendre. Peut-être s'ils étaient plus nombreux démographiquement, on les écouterait plus et on ne serait peut-être pas à leur donner des leçons que ce qu'évoquait... Paradoxalement, on n'a jamais eu un gouvernement avec une moyenne d'âge aussi jeune. On peut regarder aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais quand même, quand on regarde avoir plus de 40 ans au gouvernement aujourd'hui, c'est déjà être considéré comme quasiment retraité. On n'a jamais eu autant de jeunes parlementaires aujourd'hui. Donc, la classe politique s'est rajeunie, mais effectivement, on a l'impression qu'on écoute peut-être le poids des âgés, parce que c'est eux qui votent, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Qu'on est aussi devenu, nous, dans une société qui a peur de mourir, qui veut coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, se rallonger la vie. On le voit bien. Donc fixer la réduction des décès de la pandémie, etc., en priorité numéro 1 absolue devant toute autre considération. Exactement, et au prix de la vie. Et c'est vrai, quand on est jeune aujourd'hui, la perspective qu'on a de se dire, il faut avoir beaucoup de capacité de résilience et beaucoup d'esprit je dirais, détaché pour se dire qu'on peut encore croire dans un avenir quand on ne sait pas à 3 mois ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va avoir le droit de faire. Et moi, de tout ce qui se passe aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est le fatalisme que nous avons tous sur des mesures qui nous sont imposées. Moi, signer une autorisation pour rentrer chez moi ou m'auto-déclarer comme quoi j'ai le droit de sortir, je trouve que c'est là, pour le coup, un coup de canif dans nos libertés individuelles. Alors certes au prix de la crise sanitaire, certes au prix de la pandémie, mais en même temps, serons-nous capables dans quelques mois de revenir en arrière et de se rendre compte que ce qui nous a été imposé, et on aurait peut-être tous fait la même chose si on était nous aussi décisionnaires, parce que je pense que c'est un job impossible à tenir aujourd'hui, mais en même temps, est-ce que cette jeunesse qui se plie à ça ne va pas à un moment rentrer dans un mouvement de révolte beaucoup plus fort parce qu'on n'aurait jamais imaginé tous en être réduits là à avoir des consignes pour rester chez nous, pour ne pas sortir et surtout avoir des amendes parce qu'on déroge à ça. Enfin, voilà, ça c'est, je pense que dans vos activités, vous... Je vous rejoins totalement. Je pense que le grand risque de la période actuelle, c'est qu'on s'y habitue. Et que finalement le temporaire devienne durable. Parce que le Covid, rien n'assure que dans un an, il est parti. Il a peut-être duré 2 ans, 3 ans, il y a des nouveaux mutations qui vont arriver. Y compris les gens les mieux placés, le patron de Moderna, il dit le Covid, il va falloir vivre avec. Et puis il y aura peut-être une autre grippe. Tous les ans, les grippes sont différentes. Et si on commence vraiment à se focaliser uniquement sur le sanitaire, on n'en est jamais sorti. Et donc le risque, c'est qu'on accepte ça maintenant à vie et qu'on s'habitue à remplir des formulaires, à avoir nos libertés qui sont restreintes, etc. Juste pour rebondir remplir des formulaires, c'était un peu une spécificité française, pour le coup. Autant la pandémie, elle est mondiale, autant les lockdowns, ils sont quasiment... On l'a encore. Oui, absolument. Oui. Juste pour rebondir sur ce que vous dites sur le gouvernement, effectivement, le gouvernement, la moyenne d'âge est un des plus jeunes. On pensait que l'arrivée d'Emmanuel Macron allait un peu rajeunir la politique. Malheureusement, on trouve, en tout cas moi personnellement, je trouve que les politiques qui sont menées, ce sont les politiques d'hier, ce sont les politiques toujours les mêmes. Sur les jeunes, vous voyez d'ailleurs, on fait des garanties jeunes, on remet les emplois aidés, enfin, on fait des choses qui ont déjà été faites, c'est du réchauffé, il n'y a rien de très nouveau. Ce qui peut vraiment aider la jeunesse, c'est des réformes structurelles sur le marché du travail, les vraies réformes des retraites aussi pour éviter d'avoir à demander aux actifs de financer toujours plus. Il y a des choses beaucoup plus profondes à faire et en fait la jeunesse subit justement ce manque de réformes et subit la démographie. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est qu'il y a quand même un enjeu électoral.
ce sont les plus âgés qui votent, ce sont les plus âgés qui vont aux urnes. Et là, pour le coup, les jeunes, ils peuvent s'en prendre un peu qu'à eux-mêmes. Ils sont peut-être en minorité numérique démographiquement, mais ce sont aussi ceux qui vont le moins voter. Et s'ils vont moins voter, l'offre politique s'adapte à la demande politique. Et donc, toute l'offre politique est orientée vers un électorat plus âgé qui n'a pas les mêmes priorités que les jeunes. Donc, je pense qu'il faut aussi revoir tout ça. C'est une question démocratique, c'est aussi une question économique, c'est une question démographique. Vous voyez, c'est le carrefour un peu de tout. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à aborder et qui est souvent... Et d'ailleurs, il y a une réforme qu'on devrait s'empresser de faire maintenant, c'est le fait de pouvoir faire le vote à distance. Comment on va faire aux prochaines élections ? Là, ça devrait être une priorité de se dire, si on est parti sur des temps longs de pandémie et de distanciation sociale, si on veut avoir une vraie expression démocratique, il faut absolument qu'on soit capable d'autoriser le vote à distance pour les prochaines élections. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui vous entourent au sens de vos collaborateurs. Vous disiez que vous aviez une équipe assez jeune. Alors, par définition, s'ils sont vos collaborateurs, ils ont un boulot. Est-ce que malgré tout, ils se sentent quand même, voilà, comment dire, solidaires, en tout cas, dans ce groupe, un peu laissés de côté, peut-être stigmatisés par certains, en tout cas, pas suffisamment soutenus, malgré le fait qu'eux-mêmes ont un boulot, puisqu'ils travaillent avec vous? Alors, je pense qu'ils sont tous très conscients que nous, on opère dans un secteur d'activité qui est très privilégié. Donc, je crois que la valeur du travail, la valeur du secteur d'activité, ils l'ont tous en tête. Maintenant, c'est quand même copains, le pas moment... Forcément, donc ils sont dans leur c'est quand même un moment où on ne peut pas avoir la vie sociale que normalement on a entre 20 ans, 30 ans. Donc là aussi, on sent quand même une certaine lassitude, même si, là encore, nous, on est très privilégiés. Je pense qu'en tant qu'employeur, en tant qu'entrepreneur, on a un rôle sociétal vis-à-vis de cette génération, rôle sociétal d'essayer de leur donner un job, d'être consistant aussi. J'ai vu beaucoup d'entreprises faire très rapidement des plans sociaux, ou voire pas tenir des engagements de recrutement. Donc ça aussi, c'est nous, en tant qu'entrepreneurs, on a à notre niveau, on peut aussi contribuer à faire en sorte qu'on ouvre la porte à des jeunes et on soit consistant dans nos capacités à développer nos activités sans pour autant tout de suite se dire, bon voilà, au moindre toussement, on fait un plan social. Maxime, je reviens, je repasse du sujet sociétal au sujet économique. Quel peut être l'impact économique au sens un peu concret, à la fois de cette génération un peu sacrifiée, comme vous l'évoquiez, et de l'enjeu démographique aussi, avec effectivement une démographie qui n'est pas très, très reluisante, même si là encore, ce n'est pas non plus une spécificité française. Oui, non, quand vous regardez par exemple le Japon, l'Italie, c'est même encore pire. Oui. D'ailleurs, justement... En plus, l'Italie, il y a une immigration de la jeunesse, y compris de la jeunesse qualifiée, parce qu'elle ne trouve pas. Donc, il y a le double, on n'a pas encore ça. Donc on n'est plus les plus mal lotis, on va dire, mais enfin on n'est pas très loin. Et effectivement, la littérature académique, économique a recensé, il y a des milliers de papiers là-dessus, sur effectivement quels sont les impacts du vieillissement de la population. Je ne vais pas vous faire tout le résumé, mais en gros, c'est un impact négatif sur la productivité et sur les comptes publics. Donc c'est exactement ce qu'on voit en tout cas en ce moment dans les vieilles démocraties justement occidentales. Ce qui est aussi très intéressant, c'est au niveau individuel sur les parcours de vie. Quand vous regardez les crises précédentes, quand vous regardez 74, quand vous regardez, moi je suis arrivé sur le marché du travail en 2012, vous voyez, c'était en pleine crise européenne, j'ai dû m'expatrier pour échapper à la tyrannie des CDD, et vous voyez qu'il y a un effet, ce qu'on appelle un effet de cicatrice. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous partez plus bas avec des qualifications qui ne correspondent pas à votre job, que vous êtes surqualifié pour votre boulot ou que vous êtes sous-payé pour votre boulot, vous ne le rattrapez vraiment jamais le long d'une carrière. Et en France, c'est très... C'est là qu'on pourrait voir de conséquences très concrètes de l'année 2020 par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure. C'est là où vous payez ça sur toute une carrière et sur toute une vie. C'est-à-dire, moi j'entends souvent le discours, quand j'ai ces débats, les gens qui me disent oui, mais bon, c'est une année perdue. Voilà. Bon, déjà, une année et deux dans une jeunesse, c'est jamais rattrapé. Oui. Et en plus, effectivement, ça a un impact sur toute votre vie. Et ça, il y a des sociologues, par exemple, comme Louis Chauvel, qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui montrent effectivement qu'on ne rattrape jamais totalement le retard qu'on prend au début de carrière. Et c'est pour ça que les crises sont d'autant plus, on va dire, dommageables pour les jeunes. C'est qu'en fait, ils les traînent toute leur carrière. Et on peut en tout cas espérer que ça change cette fois-ci. Mais enfin, moi, je suis quand même assez pessimiste, encore une fois, sur l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui. Vous évoquiez les mesures. Vous citiez, par exemple, l'exemple de voilà, pourquoi pas prolonger les stages au-delà de 6 mois. Par rapport à la situation des universités, encore une fois, là, pour le coup, ce n'est pas une spécificité française. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait généraliser, pas que aux premières années, les TD en demi-jauge. Enfin, je veux dire, il faut ou essayer d'être moins obsédé par
par le sanitaire? C'est quoi là? Alors, être moins obsédé par le C'est sanitaire. difficile hein, pour un oui, politique soumis à l'opinion, au sondage et in fine à l'élection. Bien sûr, mais on est dans une pandémie, donc effectivement, c'est toujours facile d'être sur les plateaux et de dire il n'y a qu'à Faucon, et voilà. Donc je suis tout à fait conscient des problématiques auxquelles le gouvernement est confronté. Après, je pense qu'il faut différencier selon l'usage. Je pense que c'est très important. Ce n'est pas discriminant de faire ça. Le virus est en soi très discriminant. Ce qui est discriminant, c'est d'appliquer pour tout le monde les mêmes restrictions. Et donc je pense effectivement que les universités, c'est très bien qu'elles soient réouvertes aujourd'hui, parce qu'il faut donner un petit peu d'air aux jeunes. Et je pense d'ailleurs qu'on pourrait réorganiser un peu la solidarité entre les générations, justement, à la faveur de cette crise. C'est-à-dire de responsabiliser les personnes les plus âgées qui sont les plus vulnérables, et en même temps d'appeler la génération des jeunes à les aider. Par exemple, à l'aide à domicile. L'Institut Montaigne avait écrit une note très intéressante là-dessus, en disant faisons en sorte que les générations se retrouvent concrètement. On parle beaucoup de solidarité intergénérationnelle, c'est très abstrait parce que c'est dans des mécanismes, dans des tuyauteries publiques, de rendre ça concret, d'aller apporter des courses aux personnes vulnérables, de faire aussi avec les infirmiers le travail de soins en continu, de peut-être ouvrir des lignes pour que les gens puissent se parler. Enfin, je pense que des deux côtés des classes d'âge, on souffre en ce moment. Vous voyez, les plus âgés, ils ne sont pas dans une situation qui est très préférable, et les plus jeunes aussi. Et donc, je pense qu'on pourrait arriver à réunir les deux. Notamment grâce au numérique. Et vous avez des entreprises dans votre portefeuille qui font ce genre de choses, qui ont un peu réinventé leur modèle par rapport, ou en tout cas leur business par rapport à la situation très spécifique de cette année 2020 et maintenant 2021 ? Ah oui, complètement. On a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur tout ce qui est digitalisation des professions. Hein. Je pense notamment à une entreprise dans laquelle on a investi qui s'appelle Willing, qui permet à toutes les professions libérales, communicants, artisans, d'avoir une vraie belle présence en ligne. On a aussi des entreprises qui sont dans le domaine de la santé tech. Hein. On a investi dans une société qui s'appelle Exacure, qui permet le repositionnement des molécules de médicaments et justement la combinaison pour traiter et qui, à des moments, a accompagné des hôpitaux dans les dosages pour les médicaments pour le Covid. Donc voilà, nous, oui, on est au quotidien, et c'est pour ça que nos sociétés, elles vont bien, parce qu'elles ont la chance d'opérer là où aujourd'hui on a encore plus besoin de digital et encore plus besoin de liens. Et je pense que là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire, et qu'aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe dans les hôpitaux, on a aussi vu qu'il y avait un énorme chantier de modernisation, numérisation de la santé en France, et qu'on en était encore au tout début. Mais au moins, on en a pris conscience, et on pourra peut-être faire quelque chose autour de ça. Et je voulais revenir sur ce que vous disiez, Maxime, sur l'écart entre les générations. Je pense qu'on a beaucoup parlé des jeunes, mais pour les générations qui, certes, ont la chance d'être bien traitées économiquement, qui sont les personnes âgées, il y a quand même une solitude aujourd'hui qui est dramatique. Et quand on voit la situation dans les EHPAD aussi, on se dit tous là... Ouah, mais jamais finir sa vie dans un EHPAD, tout seul, condamné dans sa chambre. Donc, vive tout ce qui va permettre de nous sortir de la crise sanitaire, vive la vaccination, et on espère que l'État sera efficace pour rendre ça le plus rapide possible. Je crois que, rectifiez-moi si je me trompe, mais je crois que pour la première fois dans l'histoire, le niveau de vie moyen des retraités est supérieur au niveau de moyen des actifs en France. Dans les chiffres de l'INSEE, c'est la première fois effectivement que le niveau de vie des retraités dépasse celui des actifs. Et ce qui est absolument contre-intuitif, ce qui est quand même assez dingue. Oui, c'est assez dingue. Et justement, c'est très révélateur. Pour moi, c'est très symptomatique de ce qui est en train de se passer. Donc, je trouve que c'est... Vous voyez, on parle beaucoup du grand remplacement. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait le sujet terrible dans l'isolement des personnes âgées, notamment dans les personnes âgées sont plutôt mieux traitées que les jeunes, puisqu'elles sont pour la plupart retraitées, et donc elles ont un revenu garanti. Et effectivement, dans la période actuelle, il y a pas d'angoisse. Il y a deux parties de la population qui sont tout à fait protégées de la crise. Ce sont les fonctionnaires qui, eux, continuent d'avoir leur boulot. Il y a le statut de la fonction publique pour les protéger, et les retraités qui ont un revenu garanti. Voilà. Et derrière, dès que vous êtes jeune, privé et que vous êtes actif, là, ça devient extrêmement compliqué. Donc c'est aussi là une crise qui est très inégale dans ce sens-là, selon que vous êtes retraité ou jeune, selon que vous êtes actif ou fonctionnaire. C'est compliqué. Et comme pour les autres sujets, quasiment l'intégralité des sujets économiques dont on parle dans cette émission, effectivement, plus vite la situation sanitaire se réglera, la vaccination se fera, plus vite, effectivement, ces sujets parfois dramatiques se régleront. Reste avec nous, on marque une très courte pause, on se retrouve dans un instant. Retour dans Late et Smart. Nous allons parler dans cette deuxième moitié de l'émission de l'idée d'instaurer des quotas dans les entreprises, dans les instances dirigeantes des entreprises. 10 ans après la loi Copé-Zimmermann en France qui instaurait une obligation de femmes dans les conseils d'administration, eh bien, cette idée de passer des conseils d'administration aux instances de direction plus exécutives, CODIR, COMEX, prend de l'ampleur, notamment depuis que
le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est prononcé hier, alors qu'il était auditionné sur les questions de parité à l'Assemblée nationale. Il s'est prononcé hier. Regardez sa citation dans ce résumé de la chaîne LCP. Nous ne sommes pas encore parvenus à casser un certain nombre de plafonds de verre, a-t-il dit. Il était donc auditionné, je le disais, par la délégation aux droits des femmes. Et il s'est prononcé pour une approche volontariste, là encore, entre guillemets, qui passe, a-t-il dit, par des quotas en matière d'égalité professionnelle. La présidente LREM En Marche de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet, s'en réjouit. Pas de quotas, pas de résultats, dit-elle, en réaction à cette annonce, à cette proposition. Nous avons besoin de femmes plus nombreuses au sein des instances dirigeantes. Donnons-nous-en les moyens. Et puis une réaction, pour le coup, parmi d'autres, Marie Bruni, une directrice d'hôpital, je crois, qui disait « Voilà, j'étais contre, mais mon avis a changé car on n'avance pas. Attention quand même aux effets pervers. » Et puis je terminerai en rappelant, c'était dans une interview sur France Inter au mois de décembre, Christine Lagarde, la patronne de la Banque Centrale Européenne, qui elle aussi se prononçait en faveur des quotas, qui disait si on n'a pas de quotas dans 160 ans, on y sera encore, mais qui disait que la bonne méthode, en tout cas sa méthode, c'était à compétence égale, on choisit une femme, ce qui effectivement de fait n'est pas tout à fait pareil qu'un quota. Stéphanie, votre première réaction d'abord, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes favorable à y aller un petit peu en force par rapport à cette idée de parité dans les instances dirigeantes des entreprises? On parlera dans un second temps de la façon de le faire, mais déjà sur le principe, l'idée de quotas de femmes dirigeantes. Alors, la libérale que je suis et la femme que je suis trouve que c'est assez terrible de se dire qu'on a besoin d'avoir un quota pour pouvoir avoir des femmes en nombre suffisant dans les instances de direction. En plus, je ne vois pas comment on va pouvoir le faire parce que comment on définit une instance de direction, comment on la qualifie, etc. Donc là, on va encore mettre une couche administrative alors qu'en fait, il faut donner une impulsion par les rôles modèles, par le fait que, effectivement, à compétences égales, quand on fait un recrutement, on prend la bonne pratique d'avoir candidat féminin, candidat masculin, et qu'on favorise celui qui est le plus compétent. Mais en tout cas, moi, en tant que femme et libérale, je trouve ça assez ennuyeux encore qu'en 2021, on ait besoin de se dire qu'il faut des quotas, qu'il faut une surcouche administrative pour pouvoir arriver à cette ambition qui est de dire que 50% de la population a le droit aussi d'avoir 50% du pouvoir, de l'argent et des postes à direction. En même temps, si on regarde le CAC 40, il y a une femme dirigeante sur 40, donc effectivement une femme et 39 hommes. Alors c'est pas le CAC 40 hier, on évoquait le sujet effectivement avec la nomination pour la première fois à la tête de la Bourse de Paris d'une femme, une ancienne d'Orange d'ailleurs comme vous, Maxime. Sur le principe, là encore, le libéral que vous êtes, think tank Génération Libre, par principe, j'imagine que l'idée de quota ne vous est pas la plus positive, et en même temps... Oui, moi je suis un peu embêté parce que je reconnais qu'il y a un problème. Ouais. Donc je fais le même constat que... Donc la main invisible n'y arrive pas toute seule, voilà, en tout cas. Ça avance pas assez vite et même des fois ça avance pas du tout. Donc effectivement, je pense qu'il y a encore un gros problème et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Après, là où je suis réservé, c'est sur la question des quotas, effectivement. Alors déjà, première raison, parce que je suis d'accord avec vous, on va rajouter des règles, on va aller voir les entreprises s'immiscer dans leur politique de recrutement, alors qui sera meilleur à ce poste. Enfin, on va vraiment rentrer dans la black box de l'entreprise pour leur expliquer comment l'entreprise doit être gérée. Et là, il va y avoir des textes, des réglementations, des normes. Enfin voilà, on va rajouter sur la montagne de papier encore du papier. Et je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, surtout aujourd'hui dans le timing. On parlait de timing sur la proportionnelle. Je suis pas sûr que le timing soit très bon là en ce moment pour aller embêter encore plus les entreprises. Et puis à titre philosophique, si vous voulez, c'est quand même quelque chose. C'est l'affirmative action, c'est la discrimination positive qui nous vient des USA et qui a cette tendance qui moi me dérange effectivement en tant libéral à essentialiser la personne et à réduire une femme à une femme. Juste de dire bon bah c'est une femme. Elle est une femme. On la réduit à son genre et c'est tout. Et en fait, les quotas, il y a tendance à faire ça. Quand Christine Lagarde dit à compétence égale, je choisis une femme, c'est pas les quotas. Les quotas, c'est à compétence inégale. Et ça, c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Elle dit effectivement, si on fait rien, dans 60 ans, on y sera encore. Parce qu'on peut. Voilà, donc moi, je n'a pas totalement tort quand on regarde le CAC 40, manifestement. Il y a deux façons de faire. Il y a effectivement la façon où on force la réalité par coercition, ce qui apparemment est ce que veut faire le gouvernement et ce qui commence à être une espèce de tradition maintenant, puisqu'il y a eu plusieurs lois, Copé de Zimmermann, etc., qui ont fait ça. Il y a eu aussi la politique qui l'a fait bien avant sur les listes paritaires. Ou alors, on essaye d'éduquer, responsabiliser et on espère que le temps fera son œuvre. Effectivement, quand je dis ça, moi on me dit souvent oui, mais le temps il fait pas son œuvre assez vite et là pour le coup il y a des carrières qui sont perdues parce que si on attend que les générations se renouvellent pour que tout le monde soit plus tolérant et que les femmes aient toute leur place dans la société et dans le monde économique, on peut encore attendre longtemps. Donc je suis un petit peu embarrassé parce que j'ai pas la solution pour vous dire. Mais je trouve que les quotas, j'ai ce problème là en tout cas de dire
de résumer la femme à son Les deux genre, situations ne sont pas ça me dérange satisfaisantes. énormément. Ouais. Alors moi, je viens d'une entreprise, j'ai passé de nombreuses années chez Orange, où en fait, dès 2005-2006, il y avait une règle qui était de dire que minimum 30% des postes à forte emprise managériale devaient être occupés par des femmes. Et donc, on avait mis en place ce système où un homme, une femme sur un même poste. Et ça a très très bien marché. Quand on regarde aujourd'hui le COMEX d'Orange, il y a plein de femmes talentueuses qui d'ailleurs maintenant partent, je pense à Delphine Ernotte qui est à France Télévisions, oui. voilà, donc qui ont été formées à l'école Orange. Et il y a eu cette volonté managériale. Donc à la base, moi je préfère mettre en place une volonté managériale, qui éduquée, sur le bâton de l'État. et pas que l'État rentre parce de nouveau. Parce qu'un président et puis son équipe, on imagine, voilà, ont pris ce combat à cœur et ont été concrets dans l'implémentation de ces processus. Et c'est rentré dans la culture de l'entreprise. Donc faisons-en une valeur que la diversité de genre, d'origine sociale, internationale, nationale, fasse partie des valeurs de nos entreprises. Alors l'Allemagne vient de le faire. L'Allemagne est plus en retard que la France encore, en termes de parité dans les instances dirigeantes des entreprises, vient de le faire, puisqu'on parlait de méthode, mais la situation est un peu différente en Allemagne, puisqu'en Allemagne, les entreprises sont globalement en général à conseil de surveillance et directoire, qui sont deux entités juridiques, et donc la loi qui est en cours de vote, ou en tout cas d'élaboration, mais on est dans l'actualité, va décider qu'à partir d'un directoire à 3 personnes, il faudrait qu'il y ait au moins une femme. Voilà. Donc là, en même temps, c'est un élément facile à déterminer. Ce qui est compliqué, c'est de le faire en France, apparemment. L'idée serait, il y a une notion juridique qui est les 10%, les 10% des plus gros jobs de l'entreprise. Apparemment, c'est quelque chose d'identifiable et que là, on pourrait, sur ces 10% des plus gros jobs, imposer un quota de femmes. Le problème, c'est que dans les grosses boîtes, 10% de l'effectif, 10% de l'effectif qui sont donc les plus gros jobs, ça fait potentiellement des centaines de gens. Donc, c'est pas forcément les COMEX ou les CODIR. Oui, mais c'est surtout la mise en œuvre, en fait. C'est-à-dire que là, on parle un petit peu philosophiquement, est-ce que c'est une bonne idée? Comment on la met en œuvre? Ça c'est très compliqué parce qu'apparemment ils veulent aller secteur par secteur, je crois qu'ils veulent différencier les secteurs et donc aller regarder... on ne sait pas, ce sera, pour l'instant il n'y a pas de texte, effectivement, on parle d'une proposition de loi pour la mi-mars. Et c'est là où ça va vraiment poser problème, c'est que vous avez le secteur de la sidérurgie où vous avez naturellement beaucoup d'hommes et l'aide à domicile où vous avez naturellement beaucoup de femmes. Est-ce qu'on va maintenant estimer la parité dans tous les secteurs, c'est-à-dire les secteurs où il y a un peu trop d'hommes, on va compenser par des femmes, c'est pas les simple, secteurs où il y a trop de femmes, on va compenser par les hommes. Est-ce qu'on va faire 50% dans tous les secteurs, ce qui est complètement débile puisqu'il y a des secteurs qui sont très dépendants de la formation, qui sont très dépendants des envies de ce qu'il y a dans les universités, de ce qu'il y a dans l'enseignement supérieur. Donc tout ça, on ne peut pas uniformiser et estimer que 50%, ça doit être la règle partout, pour tout, dans toute la France, dans toutes les entreprises. C'est une vision complètement... qui nie la réalité et qui, je trouve, est très administrative et du coup très dangereuse. Donc la mise en œuvre, moi j'ai vraiment beaucoup de réservations sur ce côté-là. Stéphanie Maxime, il est un peu caricatural, il nous parle de la sidérurgie volontairement. Non, mais vous êtes dans la tech, comment se fait-il, dit-on, que la tech ne soit pas du tout exemplaire en la matière, alors que c'est plus moderne, plus jeune, etc. On serait en droit de s'attendre, mais semble-t-il, les statistiques montrent que pas du tout. Alors, la tech progresse. Même si vous êtes là, donc on a d'ailleurs infirmé ce propos de ma part. On a d'ailleurs pas mal de femmes qui ont créé des fonds en France. Moi, j'ai la chance d'être fondatrice d'un fonds, mais aussi entrepreneur, puisqu'on a démarré de zéro. Donc, la tech progresse et ça va mieux. C'est pas encore assez structurant. Donc, je pense aussi que les femmes et les jeunes femmes, parfois, n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat par le risque qui est pris, puisque souvent la femme, en fait, à un moment, se retrouve comme le pilier de famille qui doit assumer les enfants, doit assumer l'éducation. Et on a, vous parliez tout à l'heure du alors que le mari, même éventuellement jeune père, lui, il peut se lancer dans son projet. Il y a un petit peu plus, et puis la femme va assurer l'arrière. Donc, vous parliez du décrochage des premières années de travail. Je crois qu'on a un décrochage pour les femmes au moment des premiers enfants, des enfants en bas âge. Donc, là encore, il y a d'autres moyens pour aider à ne pas avoir ce décrochage. Moi, je suis totalement pour le congé paternité à égalité pour les hommes, pour les femmes, la même durée. Alors, parce que là encore, il y aura plus cet effet psychologique de dire j'embauche une femme, donc à un moment ou à un autre, la même elle durée, va mais l'un ou partir. l'autre.
Pardon ? La même durée, mais l'un ou l'autre, ou en cumulatif? Oh ben les deux, pourquoi pas les deux ensemble, voilà, ça déjà, ça va aider beaucoup. Et puis Là, il est en aussi, train d'être fortement allongé, le congé vous paternité. Hein, parliez l'exemple de l'Allemagne, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le système de crèche que l'on a mis en place en France. Oui. Et on a, de fait, les femmes travaillent beaucoup moins en Allemagne que voilà, chez nous. il n'y a pas de solution. Donc les aides à domicile, les crèches, c'est un moyen pour libérer les femmes, leur permettre d'avoir cette ambition. Et puis pour la tech, je crois que là encore, quand on devient entrepreneur, on se rend compte qu'on peut avoir une grande liberté dans son agenda et on peut s'organiser. Alors les premières années sont souvent assez dures, mais il y a quand même de plus en plus de réussite de femmes entrepreneuses. Donc mesdames, allez-y, osez, lancez-vous, entreprenez. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet en amont dans l'éducation, la formation, enfin, notamment dans la tech, hein, où globalement il y a quand même pas mal d'ingénieurs. Les femmes sont minoritaires dans les écoles d'ingénieurs, dans les prépas, maths sup, maths spé, etc. C'est largement, il y a un sujet aussi, notamment dans votre secteur. Là. Oui, très clairement. Et c'est clair qu'aujourd'hui, si vous avez des jeunes femmes autour de vous, encouragez-les aussi à faire des études scientifiques, à faire des études de développement. Je crois qu'il y a eu longtemps cette culture bro dans les écoles ingénieurs, dans les écoles de commerce, qu'on avait moins dans les écoles de commerce, mais dans les écoles de développement informatique qui est en train de changer. Donc là aussi, hein, maintenant, on n'a pas simplement besoin d'étudier la tech pour réussir en tant qu'entrepreneur dans la tech. Et puis, on peut s'appuyer sur des équipes pour faire ça. Mais oui, en tout cas, aujourd'hui, quand on regarde la création d'entreprises en France et en Europe, la tech est là où on a la possibilité de créer sa destinée, d'avoir pas mal de création d'entreprises, des jobs. Donc, je pense que c'est important pour l'égalité homme-femme qu'on ait la capacité à inciter beaucoup plus de femmes à aller dans la tech. Et la première chose pour le faire, c'est de compter. Et c'est pour ça que nous, on est fiers de faire partie de l'initiative Sista, qui nous demande j'allais en parler. De pouvoir commencer à compter avant de mettre des quotas, mais déjà de savoir de quoi on parle. Mais vous voyez, je voulais justement parler de ça parce que c'est Céline Lazorde qui est une des fondatrices de cette initiative-là, qui est aussi au conseil d'administration de Génération Libre. Et Céline Lazorde a décidé effectivement de monter ça parce qu'elle a vu que dans l'économie numérique, les levées de fonds étaient principalement le fait d'hommes, qu'il y avait très très peu de femmes, très peu de place pour les femmes. Et donc l'idée, je crois que c'est de faire une best practice, c'est que justement les fonds aillent ensuite signer cette charte qui engage, mais volontairement, les entreprises justement à respecter un certain nombre de critères. Et je trouve ça beaucoup plus fort quand ça vient justement de la société, quand c'est fait de manière volontaire. Et je pense, on en parlait tout à l'heure, que les entreprises sont de plus en plus sensibles à ça justement. Et donc le bon vieux bâton de la loi en disant on va vous imposer tant de femmes dans votre conseil d'administration, je pense que c'est un petit peu arriéré là encore comme outil, et que les entreprises sont de plus en plus sensibles à ça. Il y a forcément des poches de résistance, il y a forcément, on va dire, pour reprendre des termes à la mode, des vieux mâles blancs qui sont dans les conseils d'administration qui n'ont pas forcément envie d'avoir des femmes à leur côté, mais je pense que simplement de laisser leur place. Le sens de l'histoire fait que je pense qu'il y a des générations qui viennent après, et en tout cas il y a une prise de conscience qui est maintenant généralisée. Enfin moi je vois dans ma génération, dans celle qui suit, ce n'est plus du tout un sujet, et on peut espérer qu'avec le temps les choses s'améliorent. Peut-être un peu plus vite Puis on a des merveilleux exemples. Kamala Harris, première femme vice-présidente aux États-Unis, Christine Lagarde. Donc là, on est dans les rôles modèles. Précisément, tu as regardé ce papier des Échos, c'est le bref des Échos. Joe Biden a confié plus de postes clés à des femmes qu'aucun de ses prédécesseurs, puisqu'il a déjà annoncé son gouvernement, comme pour préparer l'Amérique à être bientôt présidée par l'une d'elles. Ça, c'est les Échos qui le dit. Hein. C'est ce que vous évoquiez, le fait que Mme Harris est donc vice-présidente. Et donc, voilà, si elle fait partie, elle a un pourcentage significatif de chances d'être dans la course le coup d'après. Tour d'horizon des femmes les plus évidentes. Là, on est dans le rôle modèle. Ça montre un peu la logique derrière. On se félicite, effectivement, Joe Biden a plus de femmes que les administrations précédentes. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce que cette administration est compétente et est-ce qu'elle est bien occupée. Et le fait qu'on réduise le gouvernement à tant de femmes, tant d'hommes, je trouve encore une fois que c'est... Non, mais ça veut dire que manifestement, il a fait un effort, comme le président d'Orange a fait un effort il y a 15 ans, nous rappelait Stéphanie Hospital, pour mettre en avant, ou en tout cas s'obliger à étudier de la même façon, sur le même poids et avec quelque chose d'équilibré, les candidatures des hommes et des femmes sur les différents postes de direction. Peut-être qu'il a lu toutes les études, notamment les études faites par McKinsey sur l'efficience des entreprises avec des femmes et la performance quand on a des entreprises qui sont diverses, parce que je pense qu'au-delà de l'égalité homme-femme, c'est la diversité au sens large qui crée encore plus de richesse. Mais en tout cas, c'est parfait de voir que ça évolue et espérons qu'on ait plus à parler de ce sujet. Moi, j'espère que dans 20 ans, on n'en parlera plus. Ça ne sera plus un sujet. On croise les doigts. Et ça voudrait dire qu'il faudrait attendre une génération quand même. Ah oui.
Oui, je pense que ça ne va pas se faire en 2 minutes. On a quand même 160 ans à rattraper. Ouais, comme disait. Très bien, allez, il nous reste moins d'une dizaine de minutes. On va balayer 2-3 sujets d'actualité. C'est la dernière partie de l'émission. Direction les États-Unis pour terminer l'émission. On évoquait la vice-présidente Kamala Harris, vice-présidente élue. Elle sera vice-présidente officiellement que demain, puisque voilà, demain, c'est Inauguration Day. Joe Biden prêtera serment, comme de coutume, sur la Bible, devant personne, mais devant beaucoup de drapeaux. Regardez cette dépêche et cette photo de l'AFP. Des milliers de drapeaux américains sont plantés sur la pelouse du National Mall à Washington. C'est la grande avenue en face du Congrès. Vous voyez la photo pour représenter les citoyens qui ne pourront pas assister à l'investiture de Joe Biden pour des raisons sanitaires, l'esplanade et sécuritaire aussi d'ailleurs, puisque l'esplanade, vous avez sûrement vu ces derniers jours des photos, l'esplanade est cadenassée en raison des risques sécuritaires. Vous avez vu les photos de la garde nationale qui sûrement patrouille un petit peu partout dans la ville de Washington jusqu'au couloir du Congrès où les pauvres soldats de la garde nationale dorment par terre. Photo amusante, distributeur de billets, nous dit un confrère manifestement installé là-bas, ou de passage, distributeur de billets dans Washington barricadé. Voilà, c'est assez marrant. Il manque deux petits volets pour quand même pouvoir retirer de l'argent, alors que les commerces, donc manifestement notamment les banques, sont cadenassés. Et puis pendant ce temps-là, également une dépêche du jour, AFP, un camion de déménagement. Il y a 2 jours, on montrait le camion de déménagement à Washington. Je ne sais pas si c'est le même, mais là, c'est un camion de déménagement est aperçu à Mar-a-Lago, propriété du président sortant Donald Trump, à West Palm Beach, en Floride. Vous savez qu'il a été dit qu'il allait s'installer là-bas et non pas à New York où il habitait globalement avant son élection à la présidence. Semaine décisive aux États-Unis. Est-ce que vous êtes comme un certain nombre de commentateurs sur Twitter? On est à J-7, J-5, aujourd'hui c'est J-1, ça y est, on passe de l'ombre à la lumière. Maxime? Oui, je l'ai attendu cette date. Bon débarras, Donald Trump, qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, à son pays, au libéralisme, à beaucoup de choses. Donc je pense que effectivement demain c'est un jour important. Je suis ravi de voir que les autorités américaines prennent ce jour au sérieux, parce que ce qui s'est passé le 6 janvier, c'est quand même pas rien. Et donc si effectivement la garde nationale dort dans les couloirs du Capitol Hill, c'est aussi un signe important. Je pense que Joe Biden arrive avec des très gros défis à remonter. Je pense qu'ils sont un peu trop gros pour un seul homme. Mais demain est un jour historique. En tout cas, c'est un tournant dans l'histoire américaine. Je lisais un article du Washington Post qui rappelait quand même que Lincoln, en 1861, quand c'était son Inauguration Day, avait un contexte un peu similaire. Il y avait le Capitole qui avait été pris d'assaut par des émeutiers. Il y a 6 États qui avaient fait sécession. Washington. Ça s'est mal fini, il y a eu une guerre civile derrière quand même. Il y a une guerre civile qu'il a gagnée derrière, qui a permis de réunir. Qui a été déclenchée par son élection. Mais on a l'impression que les contextes sont tout nouveaux et historiques. En 1861, c'était aussi très compliqué pour Lincoln. Il a su relever le défi. Est-ce que Joe Biden arrivera à relever le défi d'une crise sanitaire, une crise politique et une crise économique? Ça reste à voir. En tout cas, il a beaucoup de pain sur la planche. Votre regard sur les États-Unis en janvier 2021, Stéphanie? C'est une merveilleuse nouvelle. Et puis, si je prends le prisme de nos entrepreneurs, c'est aussi une merveilleuse nouvelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir reconstruire et imaginer qu'on a des destins internationaux quand on crée une entreprise en Europe et qu'on peut de nouveau aller aux États-Unis, parce que là on avait quand même assisté ces dernières années à des limitations drastiques sur la capacité d'aller s'installer là-bas, de développer des entreprises. Donc, je pense que pour le monde, c'est une superbe nouvelle. Pour le business, les 4 pour années. Le business, c'est une superbe nouvelle. Pour le business, et notamment le business de la tech, les 4 années passées n'ont pas été des années terribles quand même. Ça a été plutôt des bonnes années, mais on pouvait se demander si les stratégies de développement on crée en Europe et puis on va s'installer aux États-Unis en tant que fondateur européen pour avoir son entreprise qui vraiment se développe sur les US, allait encore être possible. L'accès au talent aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a très très bien fait en France ces dernières années, c'est ouvrir la France pour les talents de la tech internationaux, faire de la France un endroit où on crée son entreprise quand on veut avoir un dessin international. Donc là c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Je serais curieuse de voir comment va se passer la dialectique entre les États-Unis, la Chine, la Russie, le Moyen-Orient et l'Europe aussi, bien sûr. L'Europe aussi, mais quand même, nous, on est un peu au milieu de tout ça on voit aujourd'hui qu'on a un peu deux, trois blocs qui sont en train de s'affronter. Nous, on essaye d'y être. Comment le gouvernement aussi va regarder
les GAFA, on voit que des Facebook et autres ont joué quand même un rôle structurant dans la première élection. Donc là, ils ont fait un peu machine arrière. Mais est-ce qu'on va réguler ou pas? Et c'est aussi le vœu aujourd'hui de la Commission européenne. Alors là, pour le coup, c'est un peu d'intervention de l'État. Mais à un moment, on a des grandes entreprises tech qui sont tellement puissantes que est-ce qu'on peut s'en passer? Je ne crois pas. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Et puis, c'est un formidable message d'espoir pour tout le monde. Voilà, en tout cas, on espère. Allez, je reste avec vous. Non, vous voulez intervenir un mot? Aussi un gros gagnant, c'est le climat, puisque Joe Biden a promis dès demain de re-rentrer dans l'accord de Paris sur le climat. Et donc, c'est quand même une des économies les plus polluantes au monde. Donc, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle. Qui a quand même, alors moi je vais me faire l'avocat du diable, qui a quand même baissé ses émissions durant le mandat de Donald Trump, contrairement. Ce qui n'est pas le cas de la France, qui est dans l'accord de Paris. Donc il n'y a pas que les signatures au bon papier qui comptent, mais c'est un point important. C'est un point important. Je reviens en France, à la montagne, sans se faire trop d'illusions, nous dit l'agence France Presse, les professionnels du ski appellent le gouvernement à sauver la montagne et à ouvrir au plus tôt les remontées mécaniques alors que la saison est déjà très compromise. Il doit y avoir une décision prise par Jean Castex et son gouvernement demain ou jeudi. Sans se faire trop d'illusions, nous dit l'AFP. J'ai appris juste avant l'émission que vous vivez la moitié de l'année à la montagne. Vous êtes installé à la montagne. Vous êtes particulièrement, j'imagine, sensible à ce sujet-là. Alors oui, évidemment, moi je vis une partie de l'année à Chamonix, donc je suis chamoniarde dans l'âme. Et quand je vois aujourd'hui la détresse de tous les commerçants, les moniteurs de ski, les hôteliers, les restaurateurs, toute l'économie d'une région qui vit, c'est la montagne, l'or blanc, c'est 25% du PIB de la Haute-Savoie. La saison qu'on n'a pas fait à Noël, c'est 25% du chiffre d'affaires en moins. Février, ça sera 50% du chiffre d'affaires sur une année qui va partir à néant, et c'est des vies. Si jamais c'est pas ouvert. Jamais c'est pas ouvert, et c'est des vies. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas comment on peut avoir deux poids, deux mesures, parce qu'aujourd'hui, quand on est dans le métro à Paris, on est les uns sur les autres. Quand on est sur un télésiège à l'air libre, ok, oui, il y a des mouvements de population. On n'a pas l'impression que ça soit pire, quoi. Voilà. Par contre, l'impact pour les vies, l'impact pour des trajectoires de personnes, ça, il va être colossal. Et en tant que local, oui, je me dis, oui, c'est dramatique. Il y a un impact économique, ce sujet du ski, de la montagne. Alors effectivement, il y avait les moqueurs qui disaient, bon, de toute façon, c'est les privilégiés qui vont au ski, c'est pas très grave. Mais derrière, il y a une économie. Oui, c'est toujours pareil. On dit, oui. Notamment très concentré sur une région, sur Rhône-Alpes, évidemment. Effectivement, et puis c'était surtout ridicule, risible, quand on a appris que les remontées mécaniques allaient être fermées, mais que les stations allaient être ouvertes. Enfin bon, là, on est aussi dans une espèce d'ineptie administrative qui impacte tout le monde, même au fin fond des montagnes françaises, vous voyez, jusqu'au bout. Donc voilà, moi de ce qu'on m'a dit, en tout cas c'est anecdotique, mais ce qu'on m'a dit c'est qu'il y avait quand même du monde pendant les fêtes, et que du coup ce sont surtout les vendeurs de ski de fond et les loueurs de ski de fond qui ont fait et de raquettes, paraît-il, qui étaient en rupture. Le business qu'il fallait faire pour les fêtes 2020, mais enfin bon, blague à part, c'est aussi un autre secteur qui souffre effectivement de toutes ces restrictions qu'on nous impose. Allez, très vite, la Russie, le Kremlin a assuré aujourd'hui qu'il ne prendrait pas en considération, je cite, les demandes occidentales de libérer le principal opposant russe, Alexeï Navalny, tout en se disant préoccupé par ses appels à des protestations de masse illégales. Rappelons qu'il est rentré en Russie hier, à Moscou, qu'il a été arrêté à sa descente d'avion, à son entrée sur le territoire, pour une obscure raison. Là, pour l'instant, il est en prison pour 30 jours. Est-ce que l'Union européenne devrait aller au-delà, renforcer les sanctions au risque de faire en sorte que le politique prime sur l'économie dans les relations avec l'Allemagne, a notamment des relations fortes, et des liens forts économiques avec la Russie. Elle importe beaucoup de gaz, elle vend, on imagine, beaucoup de Mercedes. Oui, mais ce qui est paradoxal, c'est que celle qui a eu des mots les plus forts contre Poutine, c'était Angela Merkel. Donc c'est toujours intéressant, parce que la diplomatie allemande vis-à-vis de la Russie devrait être un petit peu plus, on va dire, silencieuse pour ses rapports économiques, mais en fait est beaucoup plus forte que la France au niveau diplomatique. Donc c'est assez intéressant, et je pense qu'il n'y a pas assez d'unité en Europe pour le faire. Par contre, je tiens à saluer quand même le courage d'un Navalny qui a quand même été empoisonné en allant à Berlin, qui a passé, je crois, 5 mois dans l'hôpital Charité de Berlin pour se remettre. Et qui rentre en sachant qu'il va se faire arrêter. Et qui rentre chez lui en sachant qu'il y a des gros dangers qui l'attendent. Et il y a des gens qui se battent pour la liberté, pour la démocratie. Je pense que lui l'incarne vraiment, et je pense qu'il faut saluer l'homme et son activisme. Un mot ? Vive la liberté. Donc, espérons que ce qu'on vit aujourd'hui, dans 2 ans, on ne se dise pas que finalement on est venu aussi, nous, en Europe, dans des démocraties qui sont de plus en plus sous tutelle, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est la Russie, c'est la Chine, c'est Jacques Ma, on ne sait plus où il est. Voilà, donc vive la liberté.
Ce sera le mot de la fin. Bravo, merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous de nous avoir regardé. Si vous êtes là, c'est que vous nous avez regardé jusqu'au bout. À demain, même heure, même adresse sur Bismart. Bonne soirée. Bon finish.